Alors, bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière conférence du cycle annuel de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Je suis Martin Blais, le titulaire de la chaire, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Miles pour cette conférence intitulée «L'oppression algorithmique et ses implications pour les communautés LGBTQ+.» Donc, avant de vous le présenter, je vais juste vous dire que nous allons en fait peut-être fermer les micros si jamais des micros s'ouvrent en cours de conférence. Donc, on va réserver les questions pour à la fin. Vous pourrez les poser verbalement ou dans le chat sans problème. Mais pour éviter les interférences sonores, donc on va systématiquement fermer les micros. Voilà. Donc, David Miles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il est professeur associé au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal et chercheur postdoctoral à l'Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies à McGill. Ses recherches portent sur les enjeux culturels et sociopolitiques engendrés par les technologies numériques. Ces recherches examinent également les reconfigurations sociales de l'intimité et de l'activisme et leurs conséquences pour les communautés LGBTQ+. Donc, David, je vous cède la parole pour cette conférence qui promet d'être très intéressante. Merci d'être avec nous. Ça fait très plaisir. Merci de l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? On ne va pas tester les micros. D'accord, donc je vais partager mon écran. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la chaire et à toute l'équipe. Donc, comme Martin l'a mentionné, je m'appelle David Miles. J'ai plusieurs affiliations, mais je suis, aujourd'hui, disons que je suis professeur associé en sexologie à l'UQAM et ça me fait donc très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du concept d'oppression algorithmique et peut-être d'explorer ensemble un peu quelques implications, quelques enjeux que l'oppression algorithmique pose pour les communautés LGBTQ+. Et encore une fois, donc merci de votre présence également aujourd'hui. Ça fait plaisir donc de parler à des humains. Voilà. Donc, pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, je propose d'abord de définir ensemble ce que sont les algorithmes et je vais essayer de différencier les définitions techniques des définitions plus critiques. On va ensuite aborder la notion d'oppression algorithmique et la situer dans le champ des études critiques des algorithmes. On va voir que le concept d'oppression algorithmique vise à examiner les inégalités sociales que peuvent reproduire les algorithmes, notamment dans la lignée des travaux de la professeure Safiya Umoja-Noble. Par la suite, je vais explorer avec vous certaines controverses pour illustrer les enjeux que les algorithmes soulèvent pour les communautés LGBTQ+, particulièrement en termes de justice sociale. Et je dois spécifier que je vais surtout m'attarder aujourd'hui aux algorithmes opérés par les médias sociaux numériques, Facebook, Twitter, Google et compagnie. Dans les faits, les algorithmes sont utilisés par une panoplie de technologies numériques qui incluent, mais aussi dépassent les médias sociaux numériques. Mais j'ai décidé de cibler ces algorithmes-là aujourd'hui par souci de temps. Et enfin, je vais aborder brièvement la contribution que les sciences sociales et humaines peuvent faire pour étudier les algorithmes au-delà de l'analyse du code informatique et proposer quelques pistes méthodologiques pour les personnes qui voudraient les étudier. On aura l'occasion de s'en parler aussi donc dans la période des questions, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et pour conclure, je vais brièvement présenter les objectifs du projet de recherche en démarrage, duquel s'inspire cette présentation. Un projet qui a été développé en collaboration avec la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres et qui vise justement à documenter les implications des algorithmes pour les communautés LGBTQ+, particulièrement en termes de justice sociale. Donc, prenons comme point de départ les années 90-2000. Donc, les communautés LGBTQ+, se sont rapidement appropriées Internet dès la fin des années 90. Donc, Internet a été investi pour créer des communautés en ligne qui ont permis aux personnes LGBTQ+, de socialiser, notamment en dehors des cadres cis-hétéronormatifs dominants de l'époque et qui sont toujours dominants aujourd'hui. Donc, l'apparition de forums de discussion, de l'Internet Relay Chat, donc IRC, et éventuellement des médias sociaux numériques comme MySpace, Facebook, a changé les modes de socialisation des personnes LGBTQ+, qui ont rapidement su tirer profit d'Internet et des technologies numériques. Donc aujourd'hui, les médias sociaux numériques sont intégrés dans presque toutes les composantes de la vie des personnes LGBTQ+, donc à divers degrés, bien sûr, et ces technologies sont utilisées par les personnes LGBTQ+, pour socialiser, en particulier chez les hommes,
Les sites de rencontres et les applications mobiles comme Grindr et Her sont utilisés pour les relations intimes, tandis que les plateformes comme Facebook et Instagram jouent un rôle essentiel dans l'organisation politique et le militantisme LGBTQ+. Aujourd'hui, les cultures queer contemporaines, surtout chez les jeunes, sont inextricablement liées aux cultures numériques. Internet a entre autres participé à augmenter la visibilité des cultures queer, à reconfigurer leur signification, à amplifier certaines voix et certaines histoires queer, à soutenir l'organisation militante, ainsi de suite. Là, c'est devenu une sorte de truisme, une sorte d'évidence, hein, que de dire que les médias sociaux numériques sont devenus une composante importante, voire constitutive des cultures queer. Et symétriquement, les communautés LGBTQ+, ont aussi joué un rôle important dans l'élaboration et le développement de ces technologies-là, si on pense par exemple à toute l'industrie des applications rencontres qui repose sur le développement d'applications comme Grindr et Scruff au départ. Donc, à cet effet, plusieurs études montrent que le numérique participe de façon positive à l'émancipation des communautés LGBTQ+, notamment en nous permettant de nous retrouver, de socialiser, de circuler nos produits culturels, de nous définir collectivement, de s'organiser politiquement, etc. Et la présentation d'aujourd'hui ne cherche pas à nier l'importance du numérique pour les communautés LGBTQ+. Donc, le numérique est définitivement important, mais je veux quand même nuancer la croyance voulant que les technologies numériques participent directement et uniquement de façon positive à l'émancipation des communautés LGBTQ+, en considérant aussi que ces technologies peuvent participer à l'oppression de nos communautés. Le rôle des technologies numériques dans l'oppression des personnes LGBTQ+, n'est pas un sujet nouveau ou inédit, donc ce n'est pas moi qui parle de ça pour la première fois, assurément. Donc, il y a plusieurs chercheuses, chercheurs qui s'intéressent, par exemple, à la propension des médias sociaux numériques à reproduire des formes de discrimination envers les personnes LGBTQ+, notamment en s'intéressant à comment elles deviennent les cibles d'intimidation, de harcèlement, de discours haineux sur les médias sociaux numériques. Et c'est particulièrement vrai, comme on sait, pour les personnes LGBTQ+ racisées. Jusqu'à présent, les recherches qui sont intéressées aux risques que posent les médias sociaux numériques pour la sécurité des personnes LGBTQ+, ont surtout regardé des formes de discrimination individuelle, dans la mesure où ces études-là s'intéressent surtout au rôle de certains individus ou des groupes d'individus homophobes ou transphobes dans la perpétration d'intimidation ou de harcèlement en ligne. Et la chaire donc, sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres compte plusieurs études qui s'intéressent à ce phénomène et ces études sont très, très, très importantes. Cela dit, l'objectif de ma présentation est de réfléchir au rôle que les plateformes numériques peuvent jouer dans l'oppression des personnes LGBTQ+, au-delà des pratiques individuelles d'internautes, pour aussi considérer comment les technologies numériques elles-mêmes, hein, et pas seulement leurs membres, peuvent aussi engendrer de l'oppression. C'est-à-dire que je m'intéresse au rôle que peuvent jouer les modes opératoires des plateformes numériques, soit la manière dont les plateformes qu'on utilise fonctionnent en tant que telles, pour penser l'oppression des personnes LGBTQ+, en contexte numérique. Et aujourd'hui, je vais m'attarder à une composante assez centrale des modes opératoires des plateformes numériques, les algorithmes. Donc, si Internet était initialement composé de nombreux sites web indépendants dans les années 90 et 2000, aujourd'hui, la plupart des internautes interagissent sur une poignée de plateformes privées comme Facebook, Twitter, Instagram, Google, TikTok, etc. Donc, en communication, on appelle ce phénomène-là la plateformisation du web. Et les études sur les plateformes numériques vont notamment examiner comment les médias sociaux numériques comme Facebook et Twitter vont partiellement cadrer ou configurer nos activités de tous les jours en mettant de l'avant une série de fonctionnalités, donc des boutons, des affordances, des algorithmes, des stratégies de monétisation, des règles d'utilisation, etc. Donc, de façon générale, les fonctionnalités des médias sociaux numériques visent deux objectifs interreliés. Donc, d'abord, hein, de favoriser l'engagement soutenu des internautes. On veut garder les internautes sur notre plateforme. Et ensuite, de monétiser leurs activités pour en tirer des profits, donc pour faire de l'argent. Pour ce faire, les médias sociaux numériques vont surtout utiliser des stratégies pour mettre en données ou dataifier nos activités qu'on entreprend en ligne. Donc, la datafication renvoie aux stratégies employées pour décomposer nos activités en des séries de données qui sont colligées dans des grandes bases de données, ce qu'on appelle parfois les big data ou donc les infrastructures de données massives.
Et ces données-là sont utilisées par des compagnies à des fins publicitaires. Donc, les entreprises se basent sur ces données pour nous offrir des produits ou services sur les plateformes même, mais aussi pour construire des modèles prédictifs, pour essayer de mieux comprendre et prédire nos comportements et nos besoins, voire même pour savoir comment mieux les changer. Et conséquemment, pour tirer profit de ces immenses bases de données-là, les compagnies technologiques développent toute une série d'algorithmes, dans la mesure où, bien sûr, il serait impossible de traiter toutes ces données-là à la main. Donc, la datafication de notre vie quotidienne en ligne repose sur des systèmes d'algorithmes sophistiqués qui gèrent, organisent, exploitent des infrastructures de données de plus en plus complexes et de plus en plus vastes. Et c'est dans ce contexte-là que de plus en plus de chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales s'intéressent aux algorithmes, non pas dans une perspective technique ou informatique, mais plutôt pour comprendre comment ils peuvent affecter la vie des personnes, et notamment des personnes marginalisées ou minorisées. Ce qui renvoie au champ émergent des études critiques des algorithmes ou les Critical Algorithm Studies en anglais. Donc, aujourd'hui, les algorithmes supervisent presque toutes les activités qui se déroulent sur les plateformes numériques. Donc, les algorithmes vont sélectionner et classer les résultats de nos recherches en ligne, filtrer, recommander, censurer certains contenus, surveiller les activités d'internautes pour prédire leurs préférences. Et ils vont noter, évaluer, modérer des contenus produits par les internautes, voire les internautes elles-mêmes. Et en informatique, la notion d'algorithme est un concept théorique. Donc, un concept théorique qui fait référence à des séries d'opérations, d'instructions ou de règles qui vont être codées ou composées de manière à atteindre un résultat spécifique. Et on va atteindre ce résultat spécifique-là sur la base de calculs qui vont être appliqués sur un ensemble de données. Donc, il s'agit d'un concept théorique, l'algorithme, dans la mesure où on peut pas lui toucher, le toucher. Donc, il y a généralement trois composantes à un système algorithmique. Donc, il y a l'input ou l'intrant, donc soit les données à partir desquelles l'algorithme se nourrit. Il y a l'algorithme en tant que tel, soit l'ensemble des règles encodées dans un langage informatique ou mathématique. Et il y a l'output ou l'extrant, soit le résultat escompté qui résulte donc de l'application de l'algorithme, des règles composées sur l'input initial, sur les données. Donc, on résume souvent les algorithmes à la formule logique si, alors. Donc, en anglais, if, then. Donc, si on prend par exemple les algorithmes de reconnaissance d'images, on voudrait entraîner par exemple un algorithme à reconnaître et classer des images d'animaux. Alors, si l'image, l'input contient une forme avec un bec, des plumes, des cerfs, alors on demande à l'algorithme de le placer dans la catégorie oiseau. Si l'image contient une forme avec du poil, quatre pattes, des oreilles pointues, une longue queue et des moustaches, alors on demande à l'algorithme de le placer dans la catégorie chat. Donc déjà, on voit une difficulté apparaître. Donc, tout dépendant des règles qui sont composées, qui sont émises, on va facilement distinguer un oiseau d'un chat, ou l'algorithme du moins va les distinguer, mais ça devient peut-être plus difficile de distinguer un chat d'un chien selon les mêmes règles parce que les mêmes caractéristiques pourraient s'appliquer aux deux. Donc, il faudrait sans doute raffiner les règles qui ont été élaborées au départ. Mais au-delà des objectifs techniques de reconnaissance et de classification, qui en apparence ont l'air d'être assez neutres, assez banals, se cache toute une série de décisions humaines. Donc, qui a pris les photos? Quelles photos sont utilisées? D'où viennent-elles? Quels critères discriminants sont utilisés pour distinguer les types d'animaux? Sur quoi on se base pour faire la distinction entre les différentes catégories? Pourquoi vouloir les classifier? Donc, à la base, c'est quoi notre objectif? Donc, à quoi sert notre classification? Et pourquoi utiliser, dans ce cas-ci, l'apparence physique ou la forme comme critère de distinction, par exemple? Donc, ça peut paraître banal lorsqu'on pose ces questions-là par rapport à la classification algorithmique d'animaux, mais lorsqu'on transpose ces considérations-là sur des algorithmes qui gèrent des données liées à des personnes, on voit que l'élaboration des règles qui composent un algorithme recèle des dimensions de pouvoir ou des dimensions politiques très importantes, et je vais y revenir. Donc, à cet effet, l'étude critique des algorithmes va bien au-delà des considérations strictement mathématiques ou logiques. Dans cette perspective, on ne cherche pas à évaluer si un algorithme est efficace ou fiable, on cherche plutôt à comprendre les effets que les algorithmes peuvent engendrer dans et sur les sociétés. Donc, lorsqu'on parle d'algorithmes en sciences sociales et humaines, on ne fait pas nécessairement juste référence aux règles logiques qui vont le composer, mais aussi à toutes les composantes qui interviennent dans et qui vont constituer le système algorithmique.
Donc, en effet, il y a toute une série d'éléments d'intervention humaine qui sont obscurcis, qui sont invisibilisés dans les processus algorithmiques. Donc, les personnes qui élaborent les règles, qui vont nettoyer et choisir certaines données traitées, donc l'input, qui vont mener des simulations d'entraînement algorithmique et qui vont ajuster ou tweaker les paramètres des simulations pour arriver aux résultats escomptés. Bref, qui déterminent les meilleures règles et facteurs à considérer en fonction de leur vision du contexte et de l'objectif à atteindre. Et contrairement aux sciences informatiques, étudier les algorithmes en sciences sociales et humaines de façon critique renvoie à la nécessité d'examiner comment ils sont façonnés par des humains, hein, d'un côté, mais aussi symétriquement comment les algorithmes façonnent les significations et les représentations que les humains partagent sur un sujet donné. Autrement dit, on s'intéresse à la façon dont les algorithmes deviennent des intermédiaires sociaux et culturels. Et on va particulièrement s'intéresser à la capacité des algorithmes à exercer du pouvoir et à faire preuve d'agentivité. Donc, on va examiner la façon dont les technologies numériques s'appuient sur des algorithmes pour déterminer automatiquement qui ou quoi est considéré comme important, légitime, valide ou acceptable. Ou autrement dit, à déterminer qui ou quoi comporte de la valeur. Hein. Donc, que ce soit initialement de la valeur mathématique, mais qui peut aussi se traduire par la valeur commerciale ou de la valeur sociale ou culturelle. Donc, ce faisant, les études sur la nature politique, donc la nature de pouvoir des algorithmes, cherchent à remettre en question leur neutralité, qui est présumée souvent, en argumentant au contraire que les systèmes algorithmiques peuvent reproduire des préjudices, des injustices, en automatisant des biais préexistants qui sont partagés par les personnes qui les développent, hein, qui développent ces algorithmes-là, qui les mettent en œuvre ou qui les utilisent. Lorsqu'on parle d'oppression algorithmique, on cherche à comprendre comment les algorithmes automatisent toutes sortes de prises de décision. Donc, autrefois, ces prises de décision étaient, donc les décisions étaient prises par des humains, hein, souvent en position de pouvoir, et elles le sont encore aujourd'hui. Mais ces décisions-là sont aussi de plus en plus prises par des algorithmes qui cherchent à éliminer les biais humains. Et ce faisant, certains algorithmes prennent en considération des critères plus ou moins opaques, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce sur quoi se basent ces algorithmes-là pour prendre les décisions qu'ils prennent. Et l'argument principal, le point de départ, si on peut dire, quand on parle d'oppression algorithmique, va être de considérer que, contrairement à ce que certains pourraient l'affirmer, qu'il n'y a pas d'algorithme neutre ou objectif, ça n'existe pas. Au contraire, les algorithmes sont toujours déjà biaisés ou orientés et que les biais qui sont introduits en amont, hein, dans la phase de conception ou d'implantation des algorithmes dans les technologies qu'on utilise, vont avoir des répercussions en aval. Hein. Et dans ce cas-ci, on va surtout s'intéresser à la propension des algorithmes à exercer ou à exacerber des inégalités sociales, notamment liées à la classe sociale, à l'appartenance ethnoculturelle, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, etc. Donc, je veux souligner ici, et c'est important, que les algorithmes ne sont pas la source unique de ces inégalités sociales-là. Hein, ces inégalités, elles existent, hein, elles précèdent bien évidemment le développement des algorithmes, mais elles peuvent être exacerbées et augmentées donc, par les algorithmes en tant que tels. Et donc, pour résumer, étudier l'oppression algorithmique, c'est d'abord considérer que les algorithmes qui sont développés pour rationaliser et pour automatiser les prises de décision qui affectent nos vies ne sont jamais entièrement objectifs ou neutres. Ils n'atténuent pas les biais et les inégalités sociales autant qu'ils participent à les exacerber encore plus. Les recherches critiques sur les algorithmes puisent dans différentes traditions de recherche, donc sociologie, communication, études médiatiques, sciences et technologies, sciences d'information, anthropologie, et ainsi de suite. Mais c'est très important de souligner, je pense, que la notion d'oppression algorithmique a principalement été conceptualisée par des femmes et des femmes racisées en particulier, qui ont cherché à documenter comment les technologies numériques peuvent reproduire des préjugés sexistes et racistes qui exacerbent des inégalités sociales préexistantes et notamment dans une perspective intersectionnelle, donc dans une perspective intersectionnelle que ces réflexions-là sont menées. Il faut assurément parler donc des travaux très importants de Safiya Umoja-Noble, qui est professeure à l'Université de Californie à Santa Barbara, à qui on doit les premiers travaux importants sur l'oppression algorithmique. Donc, son livre Algorithms of Oppression, que je vous recommande et qui est disponible à la bibliothèque de l'UQAM et la Bibliothèque nationale, pour plus particulièrement sur les algorithmes de recherche qui sont opérés par des moteurs de recherche comme Google. Et je vais y revenir. Et son livre explore surtout comment les résultats de recherche sont biaisés en empruntant systématiquement la perspective des hommes blancs hétérosexuels, tout en invisibilisant les femmes et les personnes racisées ou en les hypersexualisant.
Donc, au sujet des algorithmes de recherche, elle écrit donc, il est crucial d'explorer comment les personnes vivant en tant que groupe minorisé sous l'influence d'une culture majoritaire, comme les personnes racisées et les minorités sexuelles, sont souvent soumises aux caprices de la majorité et à d'autres influences commerciales comme la publicité, qui affectent les types de résultats que les moteurs de recherche offrent à propos d'elles et de leurs identités. Donc, si la majorité règne sur le moteur de recherche, comment les personnes minorisées pourront-elles un jour influencer ou contrôler la façon dont elles sont représentées sur les moteurs de recherche? C'est la fin de la citation. Donc, même si cette citation parle spécifiquement des algorithmes de recherche, je pense qu'il s'agit d'un bon point de départ, un point de départ intéressant pour réfléchir aux formes de discrimination reproduites par les algorithmes opérés par les plateformes numériques et d'étendre ces réflexions intersectionnelles sur le sexisme et le racisme pour examiner aussi comment les algorithmes peuvent reproduire des biais cis-hétéronormatifs et comprendre leurs implications ou les conséquences pour les personnes LGBTQ+. Donc, dans le cadre de cette présentation, juste une note, donc j'utilise la notion de biais cis-hétéronormatif pour faire référence à l'ensemble des croyances et des attitudes qui visent à normaliser l'hétérosexualité et l'identité cisgenre, tout en rendant anormales les personnes qui sont non hétérosexuelles, donc homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, et ainsi de suite, ainsi que les personnes trans et non-binaires, de manière à légitimer leur discrimination, que ce soit de façon implicite ou explicite, volontaire ou involontaire. Avant de poursuivre avec les algorithmes de recherche, il faut préciser qu'il existe différents types d'algorithmes qu'on distingue selon les fonctions ou les tâches qu'ils cherchent à accomplir. Donc, on parle d'algorithmes de recherche, de filtrage, de prévision, de surveillance, de recommandation, et ainsi de suite. Donc, ce que je propose pour la suite des choses, c'est d'aborder des controverses et des exemples pour montrer certains des enjeux que soulèvent ces algorithmes pour les personnes LGBTQ+, et je vais me concentrer sur les types d'algorithmes qui sont en gras sur la diapo. Donc, pour revenir à l'exemple des algorithmes de recherche, donc le livre de Safiya Noble prend comme point de départ une expérience personnelle. Donc, au début des années 2010, Noble, qui est afro-américaine, va sur Google pour chercher des activités à faire avec ses nièces. Elle tape les mots Young Black Girls et est surprise de découvrir que l'ensemble des résultats proposés par Google sont de nature pornographique. Donc, à noter, elle n'a pas tapé le mot porno ou sexe dans le moteur de recherche, donc elle a tapé seulement Black Girls, je crois. Et Noble se base sur cette expérience pour montrer comment les algorithmes de recherche de Google sont biaisés en attribuant une plus grande valeur aux intérêts des internautes blancs et masculins, notamment parce que ce sont eux qui représentent pour la compagnie la plus grande source de revenus. Et ça amène Noble à réfléchir à la question, donc, qui décide des résultats qui sont les plus pertinents ou les plus valides ou valables sur Google. Donc, il faut savoir que ces algorithmes de recherche servent avant tout sur Google à remplir une fonction publicitaire et à orienter les internautes vers des sites dont Google fait la promotion, donc notamment à travers ses services publicitaires comme WordAds. Et ces algorithmes fonctionnent sur un système de référencement basé sur le choix des internautes. Donc, à savoir que chaque internaute vote avec ses clics pour identifier les résultats les plus pertinents en fonction de la recherche. Donc, plus un lien reçoit des clics suite à une requête, une recherche, plus il monte dans la hiérarchie, donc dans les pages. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple. Il existe aussi plusieurs procédés algorithmiques dans le moteur Google qui cherchent à prédire ou à prévoir ce qu'un internaute ou une internaute cherche. Donc, on sait que les internautes tapent seulement quelques mots dans le moteur de recherche et non pas un paragraphe, comme par exemple Black Girls. Et les algorithmes de recherche sont entraînés à déduire ce que cherche vraiment l'internaute à travers ces quelques mots-clés. Autrement dit, rien n'indique qu'objectivement, les algorithmes de Google devraient orienter les internautes vers de la porno lorsqu'on tape Black Girls, mais les algorithmes ont appris de l'ensemble des internautes, souvent des hommes blancs hétéros, à déduire que les meilleurs résultats à présenter seraient de la porno. Un autre élément important, les compagnies peuvent aussi utiliser le service payant Google WordAds pour associer leur site à des mots-clés spécifiques comme Black Girls pour que les internautes soient orientés vers leur site, souvent porno. Et ce qui fait en sorte que ces catégories identitaires comme Black Girls sont en quelque sorte usurpées par l'industrie de la porno, principalement contrôlée par des hommes blancs hétéros, de manière à simultanément hypersexualiser les femmes, dans ce cas-ci les femmes noires, les femmes racisées, mais aussi les invisibiliser. On peut bien sûr faire un lien direct avec les recherches Google portant sur les femmes lesbiennes. Donc, pendant très longtemps, les principaux résultats qui apparaissaient sur Google lorsqu'on tapait le mot lesbienne étaient de la porno.
alors que le contenu produit par et pour les femmes lesbiennes était complètement invisibilisé. Donc, Google a dû mettre à jour leurs algorithmes pour réparer ce problème, tout comme pour ce qui est de l'hypersexualisation des femmes racisées. Ce qui pose la question, hein, pour qui travaillent réellement les algorithmes de recherche Google? Hein? Est-ce que les personnes marginalisées ou minorisées ne devraient pas être en mesure de pouvoir déterminer elles-mêmes la façon dont elles sont dépeintes en ligne? Et c'est comme montre aussi les limites des systèmes algorithmiques soi-disant neutres et objectifs qui reposent sur la volonté du plus grand nombre et sur les intérêts des groupes dominants pour déterminer ce qui importe ou ce qui a de la valeur en ligne. Un autre cas de pression algorithmique concernant les algorithmes de filtrage, concerne les algorithmes de filtrage qui sont souvent utilisés pour automatiser la modération de contenu sur les plateformes numériques. Donc, pour s'assurer que leurs membres respectent les règles de participation, les plateformes numériques mettent en place des algorithmes de modération de contenu automatisés, hein, dans la mesure où elles ne peuvent pas tout surveiller le contenu en temps réel. Donc, il y a encore des humains qui tranchent, des personnes en tant que telles qui tranchent à savoir si une publication ou une image respecte les règles d'une plateforme, donc quand elles sont flaguées. Mais il existe aussi plusieurs stratégies automatisées. Hein? Mais ces algorithmes-là ne sont pas seulement utilisés pour évaluer si un contenu devrait être maintenu ou enlevé, si devrait être effacé, mais aussi si un contenu peut être monétisé. Donc, par exemple, sur YouTube, les vidéos sont précédées et entrecoupées de publicités qui permettent aux créateurs et créatrices de gagner de l'argent. Et à la plateforme aussi, bien sûr, de gagner de l'argent. Donc, et par contre, donc, les publicitaires ne veulent pas nécessairement associer leurs produits ou leurs services à n'importe quel type de vidéo. Et donc, les algorithmes de YouTube vont évaluer plusieurs éléments pour savoir si une vidéo peut recevoir des publicités, donc de l'ensemble des compagnies, des publicitaires, en regardant, par exemple, les mots-clés associés à une vidéo, le titre de la vidéo, voire même la bande audio des premières secondes ou minutes d'une vidéo qui va être analysée par des algorithmes de reconnaissance de la voix. Donc, vous aurez compris que ce sont principalement des vidéos qui sont family-friendly, hein, qui vont être étiquetées comme étant appropriées, alors que les vidéos qui sont jugées comme étant un peu trop risquées ou sensibles, peu importe donc qu'est-ce que ça veut dire, risquent d'être démonétisées. Ce qui empêche les créateurs et créatrices, dans ce cas-ci, de faire de l'argent avec leurs vidéos si elles ont été étiquetées comme étant sensibles ou inappropriées. Donc, en 2019, il y a un groupe de créateurs et créatrices LGBTQ+ sur YouTube qui ont décidé de poursuivre la plateforme pour discrimination, dont le youtubeur trans montréalais Chase Ross. Et la plainte visait les algorithmes de YouTube qui, selon ces personnes, avaient tendance à systématiquement démonétiser les contenus LGBTQ+, en les étiquetant comme étant inappropriés, notamment en les associant automatiquement à des contenus adultes et sensibles. Ce qui a comme conséquence, naturellement, donc, de démonétiser les vidéos et de précariser donc financièrement des populations qui sont déjà très précarisées, les populations LGBTQ+. Et l'enjeu ici, ce n'est pas qu'un employé homophobe ou transphobe de YouTube ciblait systématiquement les vidéos LGBTQ+, pour les démonétiser à la main. Ce n'est pas ça qui se passe, mais plutôt que les algorithmes de YouTube auraient appris, hein, donc d'une certaine façon, auraient été entraînés à associer les contenus LGBTQ+, aux contenus adultes ou sensibles, même si les contenus ciblés ne sont pas du tout explicites. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi les algorithmes prennent ces décisions-là, mais on constate quand même qu'ils reproduiraient des conceptions homophobes et transphobes préexistantes, voulant par exemple qu'il ne faudrait surtout pas que les enfants ou que le grand public soient confrontés à des personnes ou des points de vue LGBTQ+, ou que la réputation d'une entreprise serait salie par ce genre d'association. Donc, il faut plus de recherche pour comprendre exactement ce qui se passe ici parce qu'on n'est pas trop sûr donc, de savoir, notamment parce que les algorithmes de YouTube sont des produits propriétaires, donc des données propriétaires et qu'on ne peut pas les inspecter à titre de citoyen-citoyenne. Une autre controverse concernant les algorithmes a eu lieu il y a quelques années, en 2017, je crois, lorsque des chercheurs ont extrait des photos d'internautes sur des sites de rencontres et aussi leurs informations de profil, dont l'orientation sexuelle. Et les photos ont servi d'input pour des algorithmes de classification et de reconnaissance faciale dans le but de prédire l'orientation sexuelle en fonction de la forme et des traits du visage. Donc, outre les enjeux éthiques évidents liés à l'utilisation des données personnelles d'internautes sans leur consentement, cette étude rappelle ce que j'ai dit plus tôt sur les aspects politiques ou de pouvoir des algorithmes de classification et de prédiction. Donc, si on se limite aux éléments techniques de l'algorithme, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de problème à classifier des images qui existent déjà en ligne. Donc, les chercheurs ont seulement utilisé des informations déjà disponibles sur les sites de rencontres. Mais si on reprend les questions précédentes, on voit plusieurs problèmes et dangers potentiels survenir. Donc, qui a pris les photos, quelles photos sont utilisées et notamment avec quelle forme de consentement on les a utilisées.
Quels sont les critères discriminants utilisés pour distinguer les personnes? Donc, pourquoi le visage? Donc, pourquoi le corps? Quels sont les stéréotypes ou les croyances qui sont peut-être reproduits lorsqu'on associe l'orientation sexuelle ou le genre à certains types donc, de corps ou certains types d'apparence physique? Mais aussi et surtout, hein, pourquoi vouloir classifier les personnes pour prédire leur orientation sexuelle? Quels sont les objectifs de ces expériences? Par exemple, est-ce qu'un gouvernement hostile envers les personnes LGBTQ+ pourrait éventuellement utiliser ce genre de technologie à des fins de répression? Donc, ce sont des questions éthiques importantes. Et les algorithmes de prédiction de l'orientation sexuelle ne se limitent pas à l'analyse d'images, hein, naturellement. Donc, on sait par exemple que Facebook est en mesure de prédire avec un certain niveau de succès l'orientation sexuelle de ses membres. Et ça, c'est le résultat donc, de toute la mise en données de la datafication de nos activités en ligne, donc nos publications, nos likes, nos amis, nos intérêts, les pages qu'on visite, etc., que Facebook va exploiter pour constituer ce qu'on appelle des publics de données, donc des publics qui sont constitués à travers la datafication, à qui on va recommander des produits et des services dédiés. Et je sais que c'est un enjeu, par exemple, pour les organismes et groupes de recherche qui font du recrutement de participantes LGBTQ+, à travers les services publicitaires de Facebook. Et le fait que Facebook puisse connaître notre orientation sexuelle ou notre identité de genre, ça pose des enjeux importants en termes de surveillance, hein, donc à savoir qui peut utiliser ces données-là et pour servir quels objectifs, naturellement. Mais ça soulève aussi des questions concernant le cheminement identitaire des personnes LGBTQ+, surtout si Facebook, entre autres plateformes, est en mesure de prédire notre orientation sexuelle ou notre identité de genre avant nous-mêmes, ce qui pose des enjeux en termes d'autodétermination, hein, à savoir la capacité et le droit, hein, de développer et de découvrir sa propre identité à son propre rythme de façon privée, intime et de façon sécuritaire. Et ça pose également des enjeux concernant la possibilité de outer involontairement les personnes LGBTQ+, donc de les faire sortir du placard involontairement. Un dernier enjeu que je voulais aborder aujourd'hui est la notion de binarité de genre et sexuelle, qui est un enjeu important pour les communautés LGBTQ+. Donc, j'ai mentionné plus tôt que les algorithmes fonctionnent en appliquant une série de règles à des inputs, des données. Et ces inputs prennent habituellement donc, la forme de données et ces données sont typiquement préconfigurées par les plateformes numériques qu'on utilise, justement pour que leurs algorithmes soient en mesure de les exploiter. Et une des façons utilisées par les plateformes numériques pour configurer les données de manière à être plus facilement exploitables par les algorithmes est de recourir à des catégories sociotechniques et notamment des catégories identitaires. Donc, vous en avez des exemples sur la diapo. Et ça rejoint mes travaux sur les applications de rencontres qui utilisent ce genre de catégories identitaires. Et les personnes présentes aujourd'hui, hein, donc présentes dans la conférence aujourd'hui, qui utilisent des applications de rencontres, ont sans doute observé que les catégories d'orientation sexuelle et de genre, d'identité de genre offertes par les applications depuis les 5 dernières années ont beaucoup changé. Donc, on voit sur la diapo l'exemple de Tinder et Grindr à droite, qui, tout comme d'autres plateformes comme Facebook, ont largement diversifié les catégories offertes aux membres pour s'auto-identifier en ligne, notamment pour réduire la discrimination dans le cas de Tinder et Grindr, donc réduire la discrimination et la violence vécue par les personnes trans et non-binaires donc sur les applications, et pour légitimer d'une certaine façon leur présence en ligne, pour dire que ces personnes ont le droit d'utiliser les services. Donc, et ces initiatives-là ont largement été accueillies comme étant positives dans les communautés LGBTQ+, et avec raison. Donc, il s'agit d'un enjeu important d'inclusion et de représentativité. Mais ce que mes travaux, ou ce que j'essaie d'illustrer à travers mes travaux, c'est aussi que les plateformes numériques ont des intérêts commerciaux à diversifier leurs catégories identitaires, donc au-delà des objectifs de justice sociale, notamment dans une logique de datafication. Donc, peut-être qu'ils ont les médias sociaux numériques font la bonne chose, mais peut-être pas pour la bonne raison. Donc, à savoir que plus les plateformes possèdent des informations précises sur nous, plus elles sont en mesure de les monétiser en offrant aux publicitaires des publics de données donc raffinés et précis, qui peuvent ensuite nous vendre des produits ou des services. Les applications de rencontres sont très populaires auprès des communautés LGBTQ+, beaucoup plus que dans la population hétéro. Utilisent aussi des algorithmes de recommandation pour favoriser les pairages sexuels amoureux ou intimes. Donc, on peut penser aux fonctions de swipe et de match sur Tinder.
Et il faut savoir que ces algorithmes-là ne sont pas du tout nouveaux, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, au contraire, ils s'inscrivent dans toute une démarche de rationalisation des rencontres amoureuses et sexuelles à l'aide de l'informatique et des mathématiques qui s'opèrent depuis les années 50. Sur la diapo, vous avez donc l'exemple d'un des premiers services de rencontres informatisés aux États-Unis, Opération Match, qui a été lancé en 1965. Donc, les membres de ce service étaient invités à remplir un questionnaire papier et à l'envoyer par la poste pour la somme de 3 $. Et le questionnaire s'adressait notamment aux jeunes étudiants et étudiantes à la recherche d'un partenaire, donc de date, de rencontre. Et on leur posait des questions sur leurs valeurs, sur la sexualité, sur leurs croyances religieuses, leurs intérêts. Et les réponses au questionnaire étaient transposées sur des cartes perforées qu'on voit à l'écran et traitées par ordinateur. Et il y a une semaine ou deux plus tard, les personnes recevaient par la poste le nom et les numéros de téléphone de leur partenaire potentiel en fonction de la réponse. Et en faisant des recherches sur les débuts de l'informatisation des rencontres, j'ai rapidement observé que donc ça reproduisait plusieurs biais hétéronormatifs, donc dans la façon dont les règles des algorithmes et aussi des stratégies d'application étaient opérées, hein, donc la manière dont les données étaient colligées. Donc, par exemple, sur la diapo, on voit, donc vous allez peut-être les revoir, on voit des bobines qui recueillent l'ensemble des données des membres du service. Hein, et pour les personnes cisgenres et hétéros, on verrait sans doute aucun problème. Donc, vous voyez maintenant, aucun problème ou enjeu avec cette image. Donc, on voit la bobine, donc à gauche, je pense que c'est les dossiers des femmes et à droite, donc les données, les dossiers des hommes. Donc, ça dit, on note rapidement au moins deux problèmes. Donc, que les membres du service étaient séparés donc, à travers une conception binaire du genre, homme-femme, et que le pairage reproduisait une conception hétéronormative et mononormative du couple, donc où l'objectif était la formation de dyades homme-femme. Bien sûr, on peut se dire qu'il s'agit de l'époque des années 50-60 et que les choses ont beaucoup changé. Pourtant, plusieurs des applications de rencontres qu'on utilise aujourd'hui ont été élaborées de manière à reproduire des conceptions très semblables sur les relations intimes, sur le couple, sur le genre et sur la sexualité, même dans les années 2010 et 2020. Donc, ces applications, ces services de rencontre, pour la plupart, se sont adaptés en cours de route pour permettre l'inclusion des personnes LGBTQ+, par exemple en offrant plus que 2 catégories de genre et d'orientation sexuelle pour s'auto-identifier. Les algorithmes de pairage utilisés par des applications comme Tinder reposent sur des travaux sur les algorithmes qui remontent jusque dans les années 50-60. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas nouveau. Par exemple, c'est au début des années 60 qu'a été élaboré l'algorithme Gale-Shapley, qui porte le nom de deux mathématiciens, donc David Gale et Lloyd Shapley. Donc, ces deux personnes ont cherché à trouver une formule pour assurer un pairage optimal des couples dans une communauté donnée pour assurer la création de mariages stables et de longue durée. Donc, où tout le monde dans cette communauté-là était satisfait avec son pairage, malgré les préférences individuelles de chacun qui peuvent varier. Donc, peut-être que une personne, son premier choix, c'était tel autre, mais son deuxième choix, c'était tel autre. Donc, de considérer donc, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes choix pour arriver donc à des couples où tout le monde est un peu content de son match. Et donc, pour éviter les divorces, éventuellement. C'était ça le but. Donc, le travail de ces chercheurs a notamment gagné le prix Nobel d'économie en 2012. Et d'emblée, donc, on voit avec cette vidéo, donc, certains, et la vidéo précédente aussi, alors que la mise en données et l'automation des rencontres ne sont pas neutres et on peut identifier certains biais et certains enjeux qu'ils peuvent poser pour les communautés LGBTQ+. Donc, par exemple, l'algorithme Gale-Shapley contient et reproduit certains biais assez évidents, donc des biais sexistes, notamment dans les règles de l'algorithme initial pour faire les pairages amoureux. On effectue toujours les pairages en donnant une prépondérance plus importante aux préférences de l'homme parce que c'est lui qui demanderait la femme en mariage. Donc, c'est lui qu'il faut, donc c'est lui qui doit être content en premier lieu. Des biais aussi cisnormatifs, donc vous aurez compris qu'on reproduit une conception binaire du genre, tout comme dans la vidéo précédente sur Opération Match, où on voyait tourner les bobines de dossiers, donc féminins à gauche et les dossiers masculins à droite. Donc, on voit vraiment la matérialisation de cette binarité de genre. On reproduit aussi donc, des biais hétéronormatifs, donc il s'agit exclusivement de couples hétérosexuels, et aussi des biais mononormatifs, donc il s'agit de couples dans la mesure où on considère le mariage comme valeur absolue, où les relations se limitent au couple à la dyade, hein, donc à deux, ce qui ne permet pas, par exemple, d'intégrer des relations polyamoureuses dans ce modèle.
dans cet algorithme. Donc, ces biais illustrent comment les personnes LGBTQ+ étaient au départ exclues de ces services des rencontres informatisées, exclues sur la base de tabous, d'oppression transphobe et homophobe, exclues sur la base d'une conception binaire du genre, mais qui est donc ancrée à même la configuration des services de rencontres informatisés et à même les algorithmes utilisés, et ce qui est souvent encore le cas même aujourd'hui. Donc, lorsqu'on considère tous ces exemples, les algorithmes opérés par les plateformes numériques posent de nombreux enjeux pour les communautés LGBTQ+, mais ces enjeux sont encore très peu documentés. Donc, il existe plein d'autres exemples d'oppression algorithmique dont j'aurais pu parler, mais j'ai dû faire des choix. Mais je pense que c'est important de souligner que les sciences humaines et sociales ont beaucoup à apporter à l'étude critique des algorithmes, notamment pour critiquer les croyances voulant que les algorithmes sont toujours objectifs et qui rendent les prises de décision plus neutres et justes en les automatisant. Donc, ces croyances-là sont tout simplement fausses et même potentiellement très dangereuses. Et pour ce faire, donc, il faut aller au-delà du code informatique pour considérer tous les éléments humains, non humains, qui interviennent dans l'élaboration et la mise en place d'algorithmes qui sont opérés par les plateformes numériques. Et ça nécessite de développer différents outils méthodologiques qui, oui, vont s'intéresser au code, donc pour l'examiner, pour le critiquer, pour le déconstruire, comme à travers des démarches d'ingénierie inversée, mais qui vont aussi interroger les personnes qui élaborent des algorithmes. Donc, pour connaître les biais reproduits par les algorithmes, il faut nécessairement connaître les biais des personnes qui les développent et qui les mettent en place. Par exemple, à travers de l'observation en contexte organisationnel, dans des compagnies technologiques et aussi à travers des entretiens avec des programmeurs-programmeuses. Ça nécessiterait aussi de documenter donc, les effets des algorithmes, notamment en termes de justice sociale et d'équité, en interviewant des personnes, des communautés marginalisées qui peuvent être disproportionnellement affectées par les algorithmes. Ce qui amène en conclusion au projet de recherche donc, qui est en anglais, mais si je le traduis, donc, qui est intitulé queeriser ou subvertir la gouvernance algorithmique, une enquête sur l'automation et ses implications sociales pour les communautés LGBTQ+ canadiennes. Donc, c'est un projet qui est en démarrage, qui est actuellement en évaluation au CRSH et qui a été co-développé par la chaire de recherche UQAM sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, le laboratoire sur la communication et le numérique, le LabCMO, et l'Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies de l'Université McGill. Donc, vous avez les co-chercheuses et les collaboratrices sur la diapo. Et l'objectif du projet est d'identifier et d'analyser les principales implications qu'engendrent les algorithmes qui sont opérés par les plateformes numériques pour les personnes et communautés LGBTQ+ canadiennes, surtout en termes de justice sociale et d'équité, dans la mesure où c'est un sujet sur lequel on a encore très peu de connaissances, et aussi d'élaborer des modèles de gouvernance algorithmique alternatifs qui sont faits par, pour et avec les communautés LGBTQ+. Donc, par gouvernance algorithmique, donc je fais référence à quoi? Ce concept-là fait référence à deux choses. Donc, d'abord, à comment les algorithmes automatisent les règles et des normes qui gouvernent et organisent partiellement nos vies quotidiennes. Donc, on parle de la gouvernance par les algorithmes, donc la gouvernance, à savoir comment les algorithmes nous gouvernent, et symétriquement à la nécessité de développer des projets de loi et donc une régulation pour prévenir ou atténuer les conséquences négatives ou imprévues des algorithmes. Donc, on parle des gouvernances des algorithmes, donc la gouvernance qu'on peut exercer sur les algorithmes. Et donc, pour ce faire, le projet repose sur deux phases. Donc, la première phase va servir à cartographier et à analyser les principaux enjeux et controverses touchant les algorithmes et les communautés LGBTQ+, dans une perspective intersectionnelle, un peu comme je l'ai fait avec les exemples d'aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus systématique, un peu pour débroussailler donc, ce qui est en train de se passer. Et la phase 2 va reposer sur des entretiens avec différentes parties prenantes pour identifier les enjeux de gouvernance algorithmique qui touchent les communautés LGBTQ+. Donc, comment est-ce que les personnes LGBTQ+, sont affectées par les communautés, par les algorithmes, pardon, mais aussi, donc, quelles connaissances est-ce qu'on peut mobiliser à partir des communautés pour changer la façon dont les algorithmes sont élaborés et mis en place. Donc, d'identifier des pistes pour mitiger les conséquences négatives des algorithmes en faisant appel aux connaissances des communautés. Donc, pour ce projet, on va interviewer plusieurs parties prenantes, dont des représentants des communautés LGBTQ+, via les organismes de lutte, des programmeuses informatiques LGBTQ+, des développeuses politiques de lutte pour la protection des droits LGBTQ+, et des chercheuses en sciences sociales et humaines qui sont aussi LGBTQ+, à l'intersection du champ de la communication et des études critiques sur le genre et la sexualité.
Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça a été intéressant. Donc, il y a plein de choses dont on peut parler encore donc, concernant la notion de pression algorithmique et ses conséquences pour les communautés LGBTQ+. J'ai à peine effleuré le sujet. Mais vous avez ici mes coordonnées pour me rejoindre si vous voulez qu'on en discute davantage.